Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble une stratégie politique vraiment fascinante et, faut le dire, assez inhabituelle, qui s'est déroulée récemment au Cameroun. C'est une histoire qui mélange politique, répression et, vous allez le voir, beaucoup d'innovation numérique. Le point de départ, c'est ce chiffre, 95%. C'est le score, un score écrasant, avec lequel Maurice Kamto a été réélu à la tête de son parti, le MRC. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce possible d'obtenir un tel score alors que la réunion physique du parti, la convention, a été purement et simplement interdite par les autorités? C'est ça l'énigme qu'on va éclaircir. On commence par les faits. Première partie, cette réélection surprise. Posons d'abord ce qui s'est passé concrètement. Alors voilà l'astuce. Face à l'interdiction, le parti n'a pas annulé, non, il a basculé sa convention en ligne par visioconférence le jour même. Et le point crucial, c'est que le parti considère que toutes les décisions qui ont été prises de manière virtuelle sont parfaitement légitimes et valides. Deuxième partie, et c'est essentiel pour comprendre la suite, le contexte. On va voir comment le parti a dû faire de la politique sous une pression énorme. Il faut bien imaginer le climat. La source nous décrit un environnement de répression constante. Les réunions politiques, systématiquement interdites. Les militants, ils risquent l'arrestation à tout moment. Et même les locaux du parti sont inaccessibles, scellés par les autorités. Dans ces conditions, faire de la politique de manière classique, c'est quasi impossible. Du coup, la question n'est plus seulement d'être courageux, mais d'être malin, d'être efficace. S'obstiner à organiser des manifestations, par exemple, ça devient une impasse stratégique. C'est une tactique qui, selon l'analyse, n'amène plus de résultats concrets. Donc, si on met les deux options côte à côte, le calcul est vite fait. D'un côté, une confrontation physique hyper risquée pour des résultats quasi nuls. De l'autre, une convention numérique qui, elle, protège les militants, contourne le contrôle de l'État et surtout, permet au parti de continuer à fonctionner. Le choix devient assez logique, non ? On arrive à la troisième partie, la solution. Face à ce dilemme, le parti n'a pas baissé les bras. Il a pivoté. C'est ce qu'on appelle le pivot numérique. Et tout part de cette question. Une question de bon sens en fait. Pourquoi s'entêter utiliser des méthodes que l'adversaire a déjà appris à contrer? Si les règles du jeu sont biaisées, pourquoi ne pas carrément changer de jeu? Et voilà comment ce nouveau jeu fonctionne. Le numérique fait sauter tous les obstacles physiques. Plus besoin de voyager, donc plus de risques de se faire bloquer sur la route. La diaspora, souvent très active, peut participer sur un pied d'égalité. Et point très important, le parti s'est assuré que sur le plan juridique, les votes en ligne aient la même valeur. Et le résultat, il est spectaculaire. Alors que les conventions physiques avaient toujours des absents à cause des obstacles, eh bien le format numérique a permis d'atteindre un taux de participation de presque 100%. C'est une vraie démonstration de force et d'organisation. Quatrième partie. Évidemment, une telle innovation, ça a sauvé pas mal de questions et de critiques. On va voir comment le parti a défendu sa stratégie. C'est la première objection et elle est de taille. Est-ce que tout ça est bien légal, ne serait-ce qu'au regard des propres règles du parti ? Est-ce qu'un vote en ligne peut vraiment, légalement, remplacer un vote en personne pour élire le dirigeant? La réponse du parti est un oui catégorique, et ce n'est pas une improvisation. Ils avaient anticipé le coup en modifiant leur statut pour valider ce genre de processus. En plus, des mécanismes internes assurent la continuité de la direction pour que le parti reste fonctionnel. Bref, sur le papier, la manœuvre semble solide. La deuxième grande critique, c'était sur l'unité du parti. Beaucoup d'observateurs prédisaient que cette stratégie allait créer des fractures, paralyser le parti, voire même le faire exploser. Sauf que les faits, eux, sont têtus. Les prédictions parlaient de scission, mais dans la réalité, il n'y en a pas eu. On annonçait une paralysie, et au contraire, le parti s'est réorganisé et a même montré une forte cohésion. Le scénario catastrophe ne s'est pas produit. Allez, cinquième et dernière partie, on prend un peu de hauteur. Que faut-il retenir de tout ça? Quelle est la leçon plus large derrière cet événement? Le point vraiment fondamental, c'est que ça dépasse la simple réélection d'un leader. Ce qu'on a vu, c'est peut-être la démonstration d'une toute nouvelle méthode politique pour survivre, et même agir dans un environnement hostile. On peut en tirer 3 grandes leçons. Premièrement, la technologie, la modernité, peut être une arme pour contourner les blocages autoritaires. Deuxièmement, l'intelligence stratégique peut être plus forte que la répression brute. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, un parti peut continuer à vivre et à se développer sans mettre ses propres militants en danger. Et cette citation, tirée de la source, résume parfaitement l'état d'esprit. Au lieu d'attendre passivement une autorisation qui ne viendra probablement jamais, le parti a fait le choix de l'action, de l'innovation. Il a inventé sa propre solution. Ça nous laisse avec une question ouverte pour la fin. Est-ce que ce mélange de technologie et de stratégie est un modèle qui peut être reproduit? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau manuel pour les partis d'opposition dans des contextes difficiles, que ce soit au Cameroun ou même ailleurs? La question est posée.